voilà, on se retrouve donc autour du plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 27 novembre 2022. Lentement mais sûrement, nous avançons vers le scrutin législatif de janvier prochain. 7 partis politiques sont en lice, mouvement, opposition, centristes compris. Les structures en charge du scrutin aussi s'affairent. Avec la présence des forces de l'opposition dans ce jeu électoral, les données vont-elles changer? Quels sont les langages à tenir par les candidats sur le terrain face aux populations donc? Autant de questions qu'on se pose, un silence visiblement plat qu'on observe sur le terrain. Mais il faut dire qu'au sein des états-majors des partis politiques, ça bouge. Votre plateau de ce dimanche s'y intéresse. Et pour en parler, nous avons autour de nous, et bien sûr ce matin, Emmanuel Lokonon. Emmanuel, bonjour. Bonjour, cher Théodule. Merci d'être là. Emmanuel Lokonon, je rappelle que vous êtes le secrétaire de rédaction du quotidien La Primeur. Justement. Merci d'être là ce matin. Le plaisir pour moi. Très bien. Avec vous, nous avons également Grégoire Dansou. Monsieur Dansou, bonjour. Bonjour Théodule. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Grégoire Dansou, directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien. Et puis, nous avons la chance d'avoir un doyen avec nous, Monsieur Kolaole Maxime Sani. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théodule. Merci d'être là, Monsieur Kolaole Maxime Sani. Et le plaisir. Directeur de publication du Nouvel Observateur. Avec vous, nous allons évoquer plusieurs sujets, aborder plusieurs sujets, l'actualité également. Nous allons commencer, bien sûr, par celle qui est véritablement d'actualité, qui fait le chou gras. Je commence par Emmanuel ou par Grégoire. Oui, Grégoire. D'accord. Alors, quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine? Faites un sujet. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, mais l'actualité est plutôt politique avec la sentence de la Sénat, à savoir les listes et également les positionnements. Il y a surtout l'entrée en scène de l'opposition qui participe effectivement, sinon qui a eu son quitus pour se présenter. Je ne parle pas de quitus fiscal, je parle du hockey de la Sénat pour se présenter aux élections législatives. Je pense que c'est un fait majeur qui est en train de marquer les esprits. Déjà. Selon vous, comment est-ce que ça marque les esprits et qu'est-ce que cela change? Est-ce que les données vont-elles changer? Évidemment, c'est l'interrogation qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que, pour toute analyse politique, on doit se demander si l'entrée en scène, la participation de l'opposition, surtout du parti Les Démocrates, on a tendance à parler de l'opposition radicale pour dire qu'il y a quand même d'autres oppositions. Moi, je n'irai pas dans ces détails. Mais on se demande si les données vont changer. Évidemment, quand on fait les calculs, on voit comment les élections successives, depuis un certain nombre d'années, se sont déroulées avec quelques partis, des partis de la mouvance présidentielle, il faut le dire ainsi. On se demande maintenant ce qui va réellement se passer avec la participation de l'opposition. Mais selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Quel serait le visage, ou bien sur le terrain d'abord, parce qu'il faut parler de la campagne et de tout. Comment est-ce que... Comme un confrère qui estime que cela va inquiéter et donne déjà de l'insomnie et a des partisans de moins d'efforts, aujourd'hui, il ne faut plus rester chez soi et penser que être député, bon, il suffit d'être sur la liste. Je pense que les députés, ça n'a jamais été être sur la liste. Il faut descendre sur le terrain, travailler, aller à la rencontre des populations, solliciter le suffrage. Quand il faut choisir entre A et A, c'est A. Maintenant, s'il y a B, donc il faut travailler maintenant pour être élu si c'est B qui passe, si c'est A qui passe. Maintenant, si on n'a pas le choix, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, je m'explique. Oui, allez-y. Aujourd'hui, il y a à choisir. Oui. Et entre-temps, sinon les élections législatives passées, c'était rien que des partis de la mouvance. Aujourd'hui, maintenant, il y a des partis d'opposition. Donc, les électeurs ont le choix maintenant. Donc, le candidat, si je suis candidat, je suis positionné sur lui, je dois travailler pour être élu.
Forcément. Contrairement à hier où je sais que je suis déjà sur la liste, c'est nous. Non, mais et on sera élu. vous n'avez aucune preuve que c'est ainsi que cela se passait hier. Bon, c'est des analyses. Ce sont des analyses. D'accord, allez-y. Ok. Donc, c'est ce qui change, effectivement. Les états-majors, eux-mêmes, ils s'inquiètent déjà. On voit le langage que tiennent les différents leaders lors des rencontres avec la population, du semblant de pré-campagne qu'on est en train d'observer. Or, ce n'est pas encore la campagne, ce n'est même pas encore la pré-campagne. Mais visiblement, sur le terrain, ça bouge. Tout bouge dans tous les sens. Donc, évidemment, on peut dire que l'entrée en scène de l'opposition met un fouet au parti de la mouvance. On peut le dire ainsi. Ça, c'est votre observation, c'est votre analyse. Emmanuel Okono, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'entrée en liste de l'opposition aujourd'hui change les données? Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce qu'on sentira quelque chose? Et qu'est-ce qui va changer selon vous? Bon, avant de dire ce qui va changer, moi je suis un peu, je dirais choqué ou peiné quand on dit que c'est maintenant que l'opposition entre en jeu, puisque nous avons des partis d'opposition qui étaient quand même dans le challenge avec les partis de la mouvance depuis très longtemps. Je nomme par exemple FCBE, même si les gens taxent ce parti politique d'être en connivence avec le pouvoir en place, on n'en sait rien. Alors, l'entrée en jeu des démocrates pourrait changer beaucoup de choses. Changer parce que nous avons vu l'engouement qu'il y a eu autour donc, de l'obtention du quitus fiscal et de la validation donc, de la candidature du parti récemment. Alors, ce que moi je voudrais quand même souligner, c'est vrai, le parti d'opposition vient et ça donne l'impression que les choses vont changer, mais il faudrait que ce parti ait une offre à présenter réellement pour la législative. Bon, oui, la 9e législature qui vient. S'il n'y a pas une offre à présenter, je ne vois pas réellement ce en quoi ce sera utile pour le peuple béninois après. J'ai suivi récemment un député, par exemple... Vous ne savez pas pourquoi? En quoi leur président serait utile? C'est ce que vous voulez dire? Leur président sera utile, mais s'il n'y a pas une offre concrète à présenter pour le bien de la population, puisque lorsqu'on est député, il faut quand même faire le travail législatif qu'il faut, voter des lois qui impactent positivement la vie des Béninois. Alors, si des propositions de loi, déjà le parti, ceux qui seront élus évidemment, ne réfléchissent pas à ces possibilités, ces lois qu'on pourrait voter pour impacter le quotidien des Béninois, s'il n'y a pas ces offres et que lors des campagnes, l'accent est mis seulement sur le dénigrement du parti adverse, je crois que ce ne serait pas aussi profitable. Donc les données vont changer, forcément, les données vont changer sur le terrain politique. Et déjà à partir du 23 décembre, le lancement de la campagne. Si ces données changent et que l'on ne perçoit pas réellement à la fin que la population est déçue par l'engouement et qu'on a constaté autour donc, de l'entrée en jeu. Est-ce que vous sentez déjà un engouement au sein de la population? Est-ce que vous avez... vous sentez cet engouement-là déjà, Lokono? Bon, on sent l'engouement, mais ce qui a fait que l'engouement a été légèrement, rafraîchi, c'est la sortie. Bon, on a constaté après qu'il y a quelques têtes de proue de l'opposition qui ne figure plus sur la liste du Parti Les Démocrates et beaucoup estiment que c'est une désolation en fait et ils comptaient plus sur ces têtes de proue pour un débat bien nourri au sein de l'Assemblée nationale. Au cas où il serait élu, c'est supposé tête de proue dont vous parlez. Et justement, parce qu'il faut être élu d'abord avant de pouvoir faire le débat. Oui, tout revient justement au peuple, puisque c'est le peuple qui décide. Même si le parti exprime sa volonté de participer aux élections, si le peuple ne dit pas tel candidat sera élu dans telle circonscription, je pense que ce sera peine perdue. Donc tout revient au peuple. Il faut qu'un travail soit réellement fait pour que également ceux qui vont représenter et ce parti et les autres partis qui sont en lice pour les élections fassent un travail de qualité au sein de l'Assemblée nationale. Oui, d'ailleurs, Kolaoli Massim Sani, votre avis, quelle lecture faites-vous de ce que l'opposition pourrait apporter pour ces législatives et pour le prochain Parlement? Pardon, je commencerai par dire ceci. Oui. C'est déjà une bonne chose qu'enfin
des partis d'opposition soient inscrits sur la liste de départ pour ces législatives-là. C'est bien. Quel résultat attend-on de ces législatives? Le peuple est l'arbitre. Est-ce que le discours de l'opposition va faire l'effet attendu? Parce que quand on prend les législatives passées, on a vu un peu la réaction du peuple. On a dit sur le dos du peuple que le peuple, disons, ne supportait pas les partis de la majorité proche du pouvoir, mais qu'ils étaient plutôt un peu plus portés sur, comment dit-on, les opposants qui ne se sont pas présentés. Maintenant que il y a, je crois, pour moi, je dis, il y a 2 partis d'opposition crédibles pour moi. Il y a les démocrates et puis je crois, MPL. Voilà. Et les autres ne sont pas crédibles selon vous? Bon, selon moi, 3 partis quand je prends FCBE, pour moi, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est un parti qui est plus proche du pouvoir vous n'avez que de aucune l'opposition. preuve, M. Kollaolé? Je n'ai pas de preuves à avancer, Oui. mais je crois quand même que je Vous n'avez peux aucune dire preuve, ce c'est le que parti je pense. qui est chef de file de l'opposition. C'est ce qui nous a été dit. Et c'est ce qui est, Bon. selon les textes. Et c'est Voilà, selon les textes, c'est ce qui est. Jusqu'à nouvel ordre. Oui. Mais il revient à chacun selon sa conscience d'apprécier. Très bien. Voilà. Oui, Emmanuel a certainement quelque chose à Alors, ajouter. c'est vrai que le parti FCBE, pourquoi on taxe très souvent le parti FCBE d'être en connivence avec le pouvoir? Je le dis, je mets en griffe, c'est parce qu'on ne sent pas réellement de l'activisme au sein donc de ce parti. C'est vrai, ce que fait le gouvernement béninois est extraordinaire. Il fait beaucoup de choses, il faut reconnaître, mais il y a quand même des choses à dire, des propositions à faire pour aller... Des points de vue à voilà, donner. des points de vue à donner par rapport à telle ou telle chose. Mais on ne sent pas réellement le parti sur le terrain. Donc c'est normal, tout à fait normal que la population dise que le parti là est en connivence parce qu'ils ne font pas des propositions à l'encontre. Et dans ce cas, c'est tout à fait logique qu'on tire une conclusion que ce parti-là ne... Bon, je ne vais pas dire le mot, mais... Monsieur Dansou, oui. Monsieur Théodule, Oui. je pense qu'on a tendance à dire que le parti ne vaut rien. Je ne l'ai pas dit. On a tendance à le dire. Parce que lorsque vous rencontrez une jeune dame avec 2 enfants, par exemple, et elle dit qu'elle a des enfants, mais on dit, où sont les papas de l'enfant? Elle dit, non. Il est toi. Les enfants n'ont pas de papa. On dit, ah, il est mort. Elle a dit, non, il est là, mais regardez, je m'occupe seul des enfants. Lorsque vous ne jouez pas le rôle pour lequel vous êtes là, c'est supposé que vous n'existez pas. C'est comme ça, je pense, illustrer ce qui est. L'opposition, on n'a pas dit de cracher sur le gouvernement, mais il y a toujours des choses. L'opposition peut contribuer au développement, peut contribuer à l'action publique, peut contribuer à sa manière. L'opposition a un rôle à jouer. Mais lorsqu'on ne voit pas le parti dans ce rôle, qui a encore les moyens de l'État, avec le titre de chef de file de l'opposition, on attend beaucoup de lui. Mais quand il est passé à côté... Mais vous n'avez, c'est vous qui pensez qu'il est passé à côté, peut-être, pour ces militants. Et sur l'échiquier politique national, on observe, et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, M. Sani, les autres partis, d'autres partis de l'opposition s'ajoutent donc à ce parti, et le jeu sera de toutes les façons plaisant. Des partis d'opposition plus radicaux ou plus sérieux. L'opposition, c'est vous qui qualifiez du sérieux de ce parti. De toutes les façons, le scrutin aura lieu, et ils savent, on a 7 partis politiques en lice, dont les démocrates, le MPL et les Forces Corées pour un Bénin émergent comme partis politiques de l'opposition, ce qui donne un nouveau visage à ce scrutin. En fait, c'est là où on en est. Oui, un nouveau visage, oui. Mais moi je dis, l'essentiel c'est que le peuple se prenne aussi au sérieux et ne tombe pas dans le piège du clientélisme, des achats de conscience et tout, et participe réellement au vote de façon libre.
Ça permettra alors au peuple d'être le réel arbitre qui pourra départager au soir du 8 Oui, janvier les candidats qui seraient acceptés au Parlement, tant de l'opposition que du pouvoir. Du pouvoir. Merci à vous. Nous allons évoluer dans le programme. Bien sûr, d'autres sujets à aborder, cette fois-ci, avec Lokono, Emmanuel, votre sujet. Oui, nous avons parlé des législatives. Il faut également parler de la question sécuritaire. On n'est pas sans savoir qu'au début de la semaine, le président de la République et quelques présidents de pays voisins étaient à Accra pour une rencontre, l'initiative d'Accra, pour évoquer la question de l'extrémisme violent et également les actions à mener ensemble pour pouvoir contrer donc, ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le Sahel depuis quelques années. Il faut dire que c'est, pour mon analyse personnelle, c'est une initiative que je trouve quand même louable. Et c'est depuis 2017 déjà que cette initiative a été mise en place par 5 pays, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana, Burkina Faso et autres, qui ont décidé donc de fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et le terrorisme qui met en péril la paix, la quiétude au sein de ces différents pays et qui noie les efforts que ces pays-là font pour rehausser leur niveau économique. Et je crois que cette initiative que ces présidents de ces différents États ont prise, cela pourrait permettre... L'initiative, il faut le rappeler, est du chef de l'État d'Accra. Le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon. Justement, ça pourrait permettre de circoncire le mal. Et je crois le président, à l'issue de la rencontre, avait proposé, lors de la rencontre, avait proposé que désormais, le financement du terrorisme, des actions contre le terrorisme soit assuré donc par les peuples, les États africains eux-mêmes. Et cela pourrait permettre d'assurer la souveraineté et de ne pas être soumis à la volonté donc, de la puissance extérieure. Il y a quelques partenaires comme la CEDEAO, l'Union européenne et je crois la Grande-Bretagne, je crois bien, qui ont voulu financer donc, cette initiative pour permettre à l'Afrique, à ces pays-là de pouvoir gérer ou lutter efficacement contre le problème ou bien le terrorisme qui prend de l'ampleur. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2017 où l'initiative a été prise, est-ce qu'il y a réellement d'avancées? Peut-être que j'aurai le temps de revenir tout à l'heure là-dessus. Mais quand j'analyse un peu la question, je constate quand même qu'il y a quelques actions qui ont été menées. Mais les résultats sur le terrain n'ont pas été à la hauteur donc des attentes des uns et des autres. On a vu la question du terrorisme qui a dérangé ou pris de l'ampleur un peu dans la partie septentrionale du Bénin. Et après, en 2019, on a vu cette attaque qu'on a eue au parc national de Pandjari. Et on a vu également des attaques qui ont succédé et les actions que le gouvernement a mises en place pour pouvoir gérer ou contrer ce problème-là. Mais est-ce que nous pouvons dire à l'étape actuelle que cette initiative d'Accra a apporté un plus? Je l'ai dit, je vais revenir là-dessus tout à l'heure certainement. On aura le temps de le constater. Mais, Monsieur Sani, est-ce que à la lecture du communiqué final, à la lecture de ce qui s'est passé de l'autre côté du Accra, est-ce que vous pensez véritablement que les pays africains, les pays concernés ont les moyens de pouvoir faire face à cette lutte, comme le président béninois l'a proposé? Je me permets de rire un peu. Ce n'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire qui interroge. Pourquoi? Avant le coup d'État au Mali,
il a été constaté que les terroristes étaient parfois plus armés que l'armée du pays. Et ça pose un problème sérieux. Comment est-ce que des terroristes peuvent avoir des armes sophistiquées que parfois l'armée nationale n'a pas? C'est un problème fondamental et qui ramène à ceci. Est-ce que nos chefs d'État sont rentrés dans la philosophie réelle de ce fléau pour comprendre d'où ça vient et quelles sont les sources de financement de ces réseaux terroristes-là? Parce que c'est inimaginable, impensable que venus de nulle part, tout cela ait des armes sophistiquées et crée le désordre dans un pays. C'est bien cette initiative-là. Et je souhaiterais que vraiment nos chefs d'État prennent ce problème-là de façon beaucoup plus sérieuse, plus conséquente, et gèrent le problème à l'africaine, entre Africains, et que, selon moi, n'y soient pas associés les Occidentaux. Mais c'est déjà ça l'initiative d'Accra. Parce que c'est déjà ça l'initiative. Oui. J'ai ce problème géré par les Africains et par les Africains, puisque ça concerne d'abord les Africains. C'est déjà ça l'initiative. Si voilà, ça peut se l'initiative faire d'Accra. comme ça, et que les moyens sortent pour l'achat des armes qu'il faut, et que c'est une armée, je dirais, collégiale, qui s'occupe de ce problème-là, je crois quand même qu'on peut arriver à un certain résultat. Mais si ça doit aller en désordre, De façon éparse. nous n'irons pas, Mais justement, n'aurons pas le résultat. Très bien, c'est ce que les chefs d'État veulent éviter en initiant la rencontre d'Accra, qui est désormais une lutte commune en comptant sur les forces, sinon les moyens de ces États-là. Heureusement que l'initiative d'Accra existait avant que le Bénin n'enregistre le grand nombre d'attaques. Sinon, on allait dire qu'on avait croisé les bras au moment où la maison du voisin brûlait. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. On a toujours entendu, c'est chez nous on dit « Auto-minaro dossier ». Ce n'est même pas bien de prier ainsi parce que ce n'est même pas bon d'entendre avec les oreilles. C'est que ça n'arrive plus. Sinon, on serait là en train de dire, bon, c'est chez les autres que ça arrive. Nous, ils n'ont pas d'intérêt chez nous. Mais bizarrement, on a commencé par enregistrer depuis quelques années, sinon quelques mois, l'avancée du terrorisme chez nous au Bénin. Pas l'avancée, c'est-à-dire des Bon, apparitions. Des cas d'attaque. Des cas d'attaque. Des cas d'attaque. Oui. Voilà. Qui sont quand même contrecarrés, maîtrisés. Voilà. Bon, le gouvernement ne dort pas, si je peux le dire ainsi. Je pense que le gouvernement fait des efforts par rapport aux moyens que nous avons et par rapport aux aides que nous avons. Et en tout cas, pour barrer la route, pour qu'il y ait de quiétude au sein de la population, c'est d'abord l'essentiel. Maintenant, quand on s'interroge sur la source, on s'interroge même sur l'origine. Il faut aller sur l'origine, comment ces phénomènes naissent, comment ça arrive. C'est quand il n'y a pas la prospérité partagée. Et quand on remonte à cette origine, nous devons prévenir. On peut prévenir le mal par la gouvernance que nous faisons dans chaque État africain. Et savoir que si aujourd'hui nous plaignons de ce que la richesse n'est pas bien partagée, il y a une petite partie. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive chez nous, mais dans des pays là où, j'espère que chacun a suivi le discours du président de la transition de Burkina Faso, qui a essayé de décrire ce qu'il a vécu, de ce qu'il pense, qui a donné une définition même du terrorisme, de comment le mal naît. Et quand une partie du peuple est marginalisée, et qu'un jour, on doit toujours parler de terrorisme. Donc, en réfléchissant sur ces thèmes, en réfléchissant sur ces aspects de la chose, certainement qu'un jour, on arrivera à bout. Parce que ce n'est pas forcément un problème on fabrique des armes sophistiquées, on va au combat, on va au front. La guerre, déjà, bon, les attaques existent déjà. Ce qu'il faut faire en Afrique, c'est d'avoir peut-être un contingent collégial. Une armée africaine, entre griffes, si je peux le dire ainsi, et parce que quand on prend le Sahel, c'est tous les pays qui sont désormais dans le viseur. Donc c'est en faisant peut-être, je ne sais pas, je ne m'y connais pas, je ne sais pas dans la pratique comment ça se fera, mais il faut penser à avoir une armée entre griffes africaine, les former ensemble et que les actions
soient menées ensemble. Est-ce que c'est pas ce que les chefs d'État veulent faire actuellement en initiant la rencontre d'Accra? Est-ce que ce n'est pas ça qui est envisagé? Si au-delà de la fédérer théorie, les moyens? voilà, Oui. si au-delà de la théorie, cela peut être pratique, je pense qu'on peut faire face à ce fléau, ne serait-ce que l'aspect lutte, arme contre arme. Très bien. Emmanuel a quelque chose à ajouter, oui? Justement, l'initiative d'Accra je crois, à l'issue de la rencontre, ils ont décidé, je crois, à l'issue de cette rencontre, décidé de mettre en place une force qui aura, je crois bien, son siège à Accra, et c'est qui sera déployée déjà dans un mois, selon les informations. Il y a un contingent qui sera déployé au Burkina Faso pour participer donc à la lutte sur le terrain contre les djihadistes. Alors la question du financement, le Premier ministre burkinabé a fait une proposition que moi je trouve quand même pertinente. Oui. C'est vrai, on se dit, en Afrique on n'a pas les moyens, il faut attendre forcément les puissances occidentales pour pouvoir financer la lutte antiterroriste. Mais lui, il propose par exemple que des prélèvements soient faits sur chaque vente, la vente de cacao, la vente de coton, la vente de... En tout cas, tout ce qu'on vend à l'extérieur. Donc, je pense que si les chefs d'État africains ont la volonté, effectivement, de lutter. Mais la contre... volonté y est, voilà pourquoi ils se sont regroupés, ils se sont retrouvés à Accra. Oui, la volonté y est, mais depuis 2017. Il y a la volonté diplomatique, il y a le langage diplomatique et la vraie volonté. Il y a la volonté théorique et la volonté Ah pratique. oui, justement, parce que depuis 2017. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, peut-être, il y aura d'autres données qui vont rentrer en jeu? C'est-à-dire, vous ne lisez pas cette volonté politique véritable au-delà de tout ce qui est, même si c'est le langage diplomatique, ce sont quand même des chefs d'État qui sont touchés par les problèmes. Bon, comme j'ai croisé les bras maintenant, je croise les bras pour voir si effectivement il y aura des changements. Parce que je disais tout à l'heure, depuis 2017 que l'initiative a été prise, est-ce que les choses ont réellement changé? C'est vrai, il y a des opérations qui ont été menées ensemble par les différents pays, mais les résultats sur le terrain, le problème fondamental en réalité, c'est que les opérations sont menées de façon sporadique. C'est-à-dire, on mène cette opération, maintenant c'est des mois après qu'on va mener une autre opération. Et dans l'intervalle du silence, dans le mutisme, je crois, les djihadistes peuvent rapidement reprendre du terrain, gagner du terrain. Et donc, les actions menées, ce que les pays africains qui se sont mis ensemble devraient faire, c'est de mener des actions de façon continue, que ce ne soit pas discontinu. Et cette volonté manifestée, cette volonté politique manifestée, que cela soit réellement dans la pratique. Maintenant, au-delà de tout ce qu'on dit, l'on dit très souvent que dans les pays africains, nous assistons à un taux de corruption très élevé. Lorsque les pays vont décider de mettre en place ce fonds, ce financement sur les moyens propres, il ne faudrait pas que les uns et les autres utilisent ces moyens à des fins politiques parce qu'ils veulent faire des campagnes pour une élection présidentielle, pour des élections... Non, ce qui est sûr... Il y a quand même cette possibilité. Oui, ce qui est sûr, ce sont des... bon, moi, j'estime que c'est presque pas possible parce que ce sont les États, ce sont les États qui s'unissent pour créer cette force, pour, c'est-à-dire, trouver des moyens de mener cette lutte. Et en initiant cette rencontre, c'est sûr que les stratégies seront définies. Vous savez, les grands muets, ils ne dévoilent pas leurs stratégies. Les stratégies sécuritaires ne sont pas dévoilées, M. Sandy. Et c'est vrai que la grande muette demeure la grande muette. Ce qu'on attend, c'est que vraiment ce soit, je dirais, une armée collégiale, efficace sur le terrain, qui maîtrise le terrain, qui maîtrise le combat qu'elle fait et qui puisse, d'ici quelques, je dirais mois, donner des résultats qui permettront au peuple qui sont dans cette souffrance indescriptible d'avoir un peu la paix.
Mais il y a un autre aspect Oui. que beaucoup n'évoquent pas dans ce djihadisme, c'est l'aspect religieux. Jusqu'à présent, quand on parle du terrorisme un peu partout, c'est un terrorisme, je dirais, à coloration islamique. C'est surtout l'islam qu'on voit. Et moi, ça m'inquiète un peu. Je me pose la question. Pourquoi est-ce que c'est fondamentalement à ce niveau-là, au plan religieux, que ça se passe? Et quand ça se passe à ce niveau, c'est que ça prend un pas également sur le plan social. Parce qu'on sait qu'au niveau de l'islam, il y a quand même une solidarité agissante. Donc il faudrait que nos chefs d'État voient la chose également, voient cela, je dirais, d'un œil Averti, c'est ça? Vous voulez dire? non, je dirais qu'ils voient cela d'un œil laïque, et que le combat se mène comme cela doit se mener pour débarrasser nos pays de ce que je vais appeler cette pègre-là, ce fléau-là. Ce n'est pas facile, je sais, mais la volonté, comme nous l'avons dit, si cette volonté agissante est, je ne pense pas qu'il y aurait échec. Ça sera peut-être long, mais cela va avoir un effet et tôt ou tard, les pourront respirer. L'échec n'est pas notre souhait de toutes les façons. L'échec n'est pas le souhait de ces chefs d'État, de ces responsables d'État qui ont choisi s'asseoir, réfléchir autrement à la chose. Nous allons donc leur souhaiter beaucoup de chance. Les stratégies sont peut-être peaufinées et seront en train d'être peaufinées. Ça ne s'arrête pas. Seulement que nous retenons que ces stratégies ne nous seront pas dévoilées. C'est sur le terrain que ça sera mis en pratique de commun accord avec les forces de ces pays qui, quand même, qu'on veuille ou non, détiennent assez de moyens. Ces pays sont quand même riches. Si ces pays ont décidé aujourd'hui de se prendre en charge, c'est dire que on peut trouver les financements et tout se passera bien. Nous allons très rapidement, en 15 secondes, faire le tour de table par rapport à cette question et passer à autre chose. Je voudrais rebondir sur le point souligné par le doyen. Effectivement, il faudrait que les chefs d'État prennent cet aspect-là en compte dans la lutte, l'aspect religieux de la chose. Et c'est en impliquant réellement les chefs religieux, notamment les chefs de la religion qui est plus en vue, et quand on parle de terrorisme. Donc cette implication pourrait permettre de sensibiliser davantage la population chrétienne ou musulmane et d'implémenter une nouvelle dynamique dans la lutte. Très bien, oui. Droit. D'accord. Ce que moi je propose déjà, si effectivement il y aura une armée africaine ou bien collégiale, comme on est en train de dire, que les statuts soient définis, et que chaque pays apporte sa part, et que ceux qui seront déployés soient mis vraiment à l'aise et par rapport à leur famille et tout ce qui suit, et puis que c'est de garanties pour vraiment s'engager et s'engager complètement. Très bien. Derrière, Sonny? Bon, moi, je dirais tout simplement que tel que c'est parti, c'est l'histoire de la longue guerre. Elle se fera jusqu'à ce que il y ait la victoire. La victoire. Très bien. Nous allons rester avec vous, doyen Kolaole Maxime Sonny, pour nous intéresser à votre sujet. Vous avez voulu parler du niveau des apprenants aujourd'hui au Bénin qui, selon vous, a quelques ennuis. Oui, le volet éducation. Je commencerai déjà par les tout petits. Il y a, je crois, depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, un communiqué qui est sorti qui demande à ce que, à l'intérieur d'un même niveau, au primaire, qu'il n'y ait pas de redoublement. C'est-à-dire que l'enfant qui a fait le CI, même s'il n'a pas réuni la moyenne pour passer au CP, on le passe.
Maintenant, le passage du CP2 au CE1 se fera seulement si il a réuni la moyenne. S'il n'a pas la moyenne, il redouble le CP2. Voilà. Et l'enfant qui est au CE1 pourra passer au CE2, mais arrivé au CE2, s'il n'a pas la moyenne pour passer au CM1, il redouble le CE2. L'enfant qui est au CM1 va passer au CM2. S'il a valé l'examen, s'il a la chance de réussir, c'est bien. S'il n'a pas la chance de réussir, il reprend. Alors, moi, ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Parce que le CI et le CP, qui ont été appelés cours élémentaires 1, c'est quand même la base fondamentale de la formation des enfants de ces écoliers-là. J'ai un cas d'un petit à la maison, il est au CE2, mais je crois que ça doit faire 2 ou 3 fois qu'il est en train de faire le CE2. Mais pourquoi? Il n'a pas le niveau. Vous lui demandez de vous réciter 2 fois 1, 2, 0. Il ne sait même pas ce qu'il écrit Et la faute avant de savoir lire ce qu'il a écrit. La faute est à qui, selon vous, M. Sanu? Mais ce sont des lacunes qui savent, parce que on dit que l'enfant qui n'a pas la moyenne au CI, on le passe au CP, dans l'espoir qu'au CP, il va rebondir pour avoir la moyenne. Si déjà la base est faussée, comment voulez-vous qu'il puisse avoir la moyenne au CP2? Il faudrait alors que les parents, et combien ont les ressources, prennent des répétiteurs, bien un répétiteur pour cet enfant, et que le répétiteur soit vraiment dans la peau du sacerdoce de l'enseignant pour récupérer cet enfant-là, pour faire de lui quelque chose. Donc moi je dis qu'il serait bon quand même que le gouvernement revoie cette politique. Je suis d'accord que le gouvernement a la latitude de définir sa politique éducationnelle. Oui, mais quand on voit la réalité sur le terrain, on se pose des questions. Voilà. Très bien. Oui. Grégoire, sous votre avis sur la question? Merci beaucoup. Ce que le doyen vient de dire est pertinent, mais je pense que c'est un système qui existait depuis. Ce n'est pas le communiqué d'il y a 2 ans. Ça a toujours existé. C'est juste qu'on essaie de banaliser ça dans le système. En réalité, il y a ce qu'on appelle des cycles. Quand on prend le cours primaire, il y a ce qu'on appelle des cycles. Et donc, on ne redouble pas en réalité au sein d'un même cycle. Au cycle ou sous-cycle, je n'ai plus la précision. Quand on dit CICP, le pédagogue qui a conçu ça ainsi, selon les programmes, estime que c'est la même chose. C'est exactement la logique que ça suit. Et quand on dit, comme on dit, C1, C2, cours élémentaire première année, cours élémentaire, c'est comme si l'enfant pouvait être dans la même classe et fait 2 ans. Donc, il y a première année, il y a cours élémentaire deuxième année. Quand on va au CM1, cours moyen première année, cours moyen deuxième année. Donc, c'est des cycles qui constituent les mêmes classes en réalité. Donc, il est dit qu'on ne va plus redoubler au sein d'un même cycle ou sous-cycle. Si on se comprend quand même. Très bien. Donc, c'est ce qui a été décidé. Normalement, l'enfant qui fait bien le CI, s'il n'a pas la moyenne, si ce n'est pas un problème particulier, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes particuliers, peut-être de déficience et ont des difficultés à comprendre. Donc, si on enlève ces cas, si ce n'est que des redoublements pour malcompréhension, normalement en allant au CP, la suite du programme qui sera déroulé au CP devrait lui permettre d'avoir le niveau. C'est ceux qui sont des spécialistes, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais bon, dans la pratique, quand on a un enfant qui a un problème particulier, je ne pense pas que le problème se situe vraiment à ce niveau. Que ce sont des spécialistes de l'éducation qui ont travaillé et qui ont estimé que ça peut s'exécuter de cette façon-là. Oui, mais c'est ça, avant qu'on ne passe à l'autre. Oui, Emmanuel, nous vous écoutons. Vu ainsi, est-ce que les parents n'ont pas une grande responsabilité, le suivi des enfants à la maison? Est-ce que ça ne relève pas de leur compétence, de leur devoir aussi? Bon, la responsabilité sur la question est partagée. Ce n'est pas seulement aux parents, mais les parents ont une grande responsabilité en fait. C'est vrai, ils s'inscrivent leurs enfants à l'école pour que l'école
éduquent l'enfant à avoir un niveau donné, et ils payent pour ça. En principe, puisqu'ils payent pour ça, l'école doit faire tout possible pour que l'enfant sorte bien formé. Mais ce qu'on observe sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Moi, j'analyse la question en mettant en exergue plusieurs éléments. Vous allez peut-être, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, j'estime que la manière de recruter, voilà, ceux qui forment aujourd'hui les élèves, les écoliers, ne sont pas aussi suffisamment solides, outillés pour les former. Ce sont des gens qui sont en chômage et qui voudraient trouver quelque chose à faire. J'ai des cas comme ça. Et qui... Vous avez une école? Non, je n'ai pas d'école. mais quand vous avez dit vous avez des cas, c'est quand même des gens que je connais et qui sont obligés en fait de faire ce travail parce qu'ils veulent survivre. Il y a également dans une zone où je vis des écoles qui sont toujours dans des habitations ou bien dans des locaux pas possibles. Et quand je vois ça de loin, je me dis, mais les enfants ne peuvent pas avoir une formation solide en tant que telle. C'est vrai, on ne peut pas mesurer la qualité de la formation. Cela. Maintenant, pour la responsabilité des parents, il y a quelques années, j'ai vécu dans une maison où il y a des parents qui obligeaient leur enfant qui n'a même pas encore 3 ans, chaque jour, c'est apprendre à l'enfant à réciter 1, 2, 3 avec chicotte et autres. Moi, j'étais souvent peiné quand j'observais cela de loin. Parce qu'ils estiment qu'ils ont la possibilité d'inculquer à l'enfant l'éducation ou bien le niveau que l'école n'a pas pu lui inculquer. Les parents ont une responsabilité, oui, mais ils ne sont pas des pédagogues en fait. Le doyen a proposé qu'il engage par exemple un enseignant qui sera chargé donc de relever le niveau à la maison. C'est une possibilité. Ce sont des moyens à engager. Et l'enfant n'a pas demandé à naître. On l'a fait venir dans le monde. Il faudrait quand même qu'on soit en mesure de le supporter, de relever son niveau parce que c'est l'avenir. De l'accompagner parce que c'est l'avenir de toute la nation, c'est l'avenir de toute l'Afrique. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour détruire ou bien pour construire une nation ou un continent. Puisque les enfants, on a ce problème de déficience au niveau donc, de l'éducation des enfants. Je crois que c'est un problème d'avenir. Oui. Demain, que serions-nous demain? C'est cela. Que serions-nous demain avec ce qu'on observe aujourd'hui avec les enfants? C'est un grand point d'interrogation. Oui, il y a Grégoire qui voulait ajouter quelque chose. Emmanuel a évoqué un sujet tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup. Oui. Vous savez, un mauvais enseignant est comme du poison versé dans un puits. Ça intoxique tout le quartier. Le monde enseignant ne sera pas d'accord avec vous, monsieur. Non, j'ai dit un mauvais enseignant est comme du poison. J'ai bien dit un mauvais enseignant. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Pendant un certain nombre d'années, le métier d'enseignant a été vu comme ce qu'on fait lorsqu'on n'a plus rien à faire. C'est-à-dire, lorsque je finis la faculté, je n'ai plus rien à faire. Même si je n'ai pas la passion, j'y vais. Pendant un certain nombre d'années. Je ne sais pas si ça continue vraiment, honnêtement. Je ne sais pas. Mais pendant un certain nombre d'années, il y a des gens qui n'ont pas la passion, mais parce qu'on ne peut plus rien faire, bon, on se dit, on va dedans. Parce que c'est plus facile d'entrer dans cette fonction, ce n'est pas la même chose que... Mais c'est justement pour ça que le gouvernement a pris à bras le corps ce secteur, les AME, et a initié d'abord, ils ont essayé de tester le niveau de ces enseignants-là et de recaser ceux qui devront l'être. Monsieur Sandou, à mon avis, je pense que ce n'est pas encore suffisant. Ce qui a lieu de faire, le nombre d'années qu'on a déjà expérimenté et l'aspirana au métier, c'est déjà suffisant. Qu'on évalue et qu'on fasse une évaluation et si on voit réellement le système, qu'est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Est-ce qu'on peut continuer de cette façon? Il faut chercher. On les a testés, mais ce n'est pas encore une formation. C'est bien différent de une évaluation de voir ceux qui ont des aptitudes qui sont vraiment dans la dynamique d'enseigner. Voilà. Vous savez qu'il y a des gens qui méritent de passer. C'est juste une composition. Peut-être le jour-là, celui-là, il n'est pas dans sa peau. C'est juste, c'est passé qu'ainsi. Il y a des gens qui méritent d'être là et qui ont échoué
parce que le jour là ils sont des mauvaises humeurs ou bien Mais ça fait- la ça- chance ça- ne leur a ça- pas ça fait la le- chance ne leur a pas souri. Ce qu'il faut Ils- faire, ils n'ont qu'à ce s'en qu'il prendre faut à faire eux, et oui. surtout faire, c'est la formation de ceux qui sont déversés dans la base des données. Il faut les former, il faut les réformer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas chercher quelqu'un qui a fait la faculté comme moi. Je suis enseignant, mais il ne serait pas encouragé Sans aucune formation. sans c'est aucune ça? formation. Sans aucune formation. Ah, d'accord. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui encore. Vous êtes sûr? Oui, c'est ce quand qui même, continue. hein. C'est après la faculté, on n'a pas les aptitudes, on n'a pas la pédagogie, la manière d'enseigner. Tout s'apprend. D'accord. Je suis d'accord. Pour enseigner aujourd'hui, je pense qu'il faut faire l'école normale. Et à ce niveau-là aussi, il faut voir le programme de ceux qui sont le programme de formation et outiller les écoles normales pour qu'elles soient à même de produire de très bons instituteurs, de très bons enseignants. Très bien. Oui, Daniel Sani. Oui, le problème abordé est tellement vaste que si on doit en parler, ben, on ferait autant d'émissions que possible. Bien sûr. Lorsqu'on parle des écoliers et des élèves, ou pour être plus simple, quand on parle des apprenants, il y a déjà quelque chose de fondamental qui est à déplorer. Lequel? De quoi s'agit-il en fait? Il y a le côté effectif pléthorique qui fait que dans certaines classes, l'enseignant ne peut pas circuler pour voir ce que fait l'enfant sur son ardoise, ce qu'il écrit dans son cahier. Il est bloqué pratiquement au tableau entre son bureau et les premières rangées de bancs. Ce n'est pas bon pour un enseignant. Deuxième chose, je m'amuse souvent à appeler les AME les aspirants transpirants. Est-ce qu'ils ont la motivation qu'il faut pour le métier qu'ils exercent, malgré eux? La question de la motivation a été quand même prise en charge. Le gouvernement a trouvé des moyens pour quand même les accompagner. Nous n'allons pas, nous n'avons pas toutes les données ici pour apprécier. Il n'y a que les aspirants eux-mêmes qui peuvent le faire de façon progressive. C'est une réinsertion que le gouvernement est en train de faire, de prendre en charge. Je mets au défi un aspirant, transpirant, excusez-moi bien, l'AME. L'AME, je le mets au défi de me dire qu'il gagne un salaire de 12 mois sur 12. Actuellement, le gouvernement travaille pour ça. Pour l'instant. Mais en attendant, les enfants souffrent. Voilà. Puisqu'il y a en attendant, il y a la réflexion Figurez-vous aux que enfants. ce n'est que le 18 novembre passé qu'il y a eu encore un redéploiement des aspirants au métier d'enseignant. 192 ont été déployés entre, je crois bien, Lomé et la Donga. En novembre, le 18 novembre passé. Alors que la rentrée a commencé depuis le 20 septembre. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Très bien. Oui, Emmanuel? Alors, autant de causes, autant de conséquences et des propositions également ont été données. Moi, je pense également que l'initiative des écoles culturelles, je crois que c'est écoles culturelles on appelle, insérées dans les classes culturelles, merci, insérées dans le système éducatif pourrait permettre en réalité aux enfants d'avoir la volonté d'y aller, puisque le système éducatif, on nous enseigne des choses classiques qui finalement, avec les discours de part et d'autre, on se dit, mais bon, la finalité c'est quoi? Et déjà dans la tête de l'enfant, déjà quand les parents disent, mais on va à l'école, mais finalement c'est pourquoi? Et lorsque les classes culturelles ont été insérées dans le système éducatif, moi je me suis dit, c'est peut-être une opportunité pour les enfants qui ont une passion pour, par exemple, le théâtre, ou n'importe quelle discipline de la culture, de pouvoir à la fois s'intéresser aux notions classiques scolaires et également à ces différentes activités qui relèvent de leur passion intrinsèque. Et en faisant cet alliage entre les deux, cela pourrait permettre à l'enfant davantage de se donner à fond. Maintenant, le rôle qui revient aux parents également, et j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, et qui pourrait permettre d'améliorer le niveau des apprenants.
vous allez constater qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont une passion pour le football, qui ont une passion pour la littérature ou le théâtre ou n'importe quelle autre discipline. Mais les parents, dans leur tête, se disent, bon, nous devons encadrer l'enfant à ce qu'il aille à l'école jusqu'à la fin, et se disent, bon, on va laisser l'enfant, bon, on va le décourager d'aller, par exemple, de devenir, par exemple, artiste, de devenir, par exemple, footballeur. Pourquoi ne pas mettre en place une stratégie à la maison déjà pour inciter l'enfant à travailler et à bénéficier de ces moments de distraction, par exemple l'accompagner pour aller regarder un match de football parce que c'est sa passion, lui fixer des défis, des objectifs à atteindre et lorsqu'il va atteindre ces objectifs, on l'amène à découvrir, donc bien à explorer la passion que lui-même il a vis-à-vis de telle ou telle chose. Ce sont des astuces, des stratégies que les parents peuvent mettre en place pour susciter en leurs enfants la volonté donc d'apprendre davantage et d'améliorer eux-mêmes. Puisque c'est une question individuelle d'abord avant d'être une question des parents. Et nous restons avec vous pour votre mot de fin, pour clôturer, puisque nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti, Emmanuel. Non, heureusement, on a chuté par une question aussi essentielle qui englobe toutes les autres questions, une question éducative. L'éducation, c'est la base de tout. Et lorsque l'enfant est bien éduqué, il agira convenablement en faveur donc de la sécurité. Il agira favorablement pour que lorsqu'il sera élu à un poste demain, il puisse assumer correctement la mission qui lui sera dévolue. Très bien. Oui, Grégoire Dansou, votre conclusion? Merci beaucoup. Et nous sommes à la veille des élections. Et dans notre rôle d'éveilleur de conscience, nous appelons les uns et les autres à des discours courtois et qui incitent à la paix. Et nous avons parlé de l'éducation et ouvrons des écoles pour ne plus parler de terrorisme. Merci. Merci à vous. Kolaoli Maxime. Bon, moi, je dirais juste ceci. L'éducation, c'est vaste. Je crois qu'il est temps que nous puissions aller à ce que j'appelle les états généraux de l'éducation et qu'on permette à chaque acteur de dire exactement ce qu'il a à dire et que l'inspecteur ne parle pas à la place du professeur, que le conseil pédagogique ne parle pas à la place de tel autre, que chacun dise ce qu'il a à dire. Et de cette réflexion collective, on pourra asseoir une base. Tout à l'heure, il a évoqué quelque chose de très important. Oui, rapidement. Les classes culturelles, oui. Mais ça me rappelle juste l'école nouvelle. Et cette école nouvelle, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Pourquoi ne pas faire ce que j'appelle une synthèse entre l'approche par compétence que nous vivons aujourd'hui, encore qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau, donc cette approche par compétence et l'école nouvelle à cette époque-là. D'accord. Merci à vous, Monsieur Sonny Kolaole et Maxime. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Nouvel Observateur. Merci d'être venu passer ces moments avec nous. Grégoire Dansou, merci aussi, directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien. Merci d'être là avec nous ce dimanche matin. Et puis Emmanuel Lokono, secrétaire de rédaction du quotidien La Primeur. Mesdames et messieurs, ici prend fin l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 27 novembre 2022. Merci d'être resté avec nous. Dimanche politique se poursuit. C'est le bulletin de l'information qui vient après nous. Et puis l'équipe de Dimanche politique pour le débrief.